Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne, donc Thierry #Henry. Donc aujourd'hui donc l'épisode 13 de l'entrepreneur lifestyle, j'interview donc Maxence Rigotier, donc que vous connaissez bien, donc qui a bientôt donc 50 000 abonnés donc sur sa chaîne YouTube, donc business en ligne, faire du cash, du gros argent. Il va donc nous parler donc de l'étape après le million, parce qu'on sait souvent que le plus difficile c'est d'arriver au premier million, mais ensuite qu'est-ce qu'on fait après qu'on a fait le million? Donc comment on va aux 5-10 millions, ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Et donc je vous mettrai donc les liens aussi donc vers ses sites internet, donc vive de son site internet.com. Donc aussi donc ceux qui aiment les paris sportifs, allez le voir, c'est un pro du pari sportif. Puis c'est comme la course, il fait aussi le marathon, donc voilà, il a plein de projets et il cherche pas d'excuses, il y va. Maxence? Avec grand plaisir. Donc, on a retrouvé le nouveau Thierry Henry. Je te demandais juste avant de faire la vidéo, c'était ton vrai prénom et ton vrai nom et pas un nom de plume ou quelque chose du genre. Et oui, c'est ton vrai prénom et ton vrai nom. Donc ça, c'est excellent. Et pour la petite anecdote, donc Thierry avait essayé de m'interviewer il y a quelques mois et j'avais décliné parce que je préparais mon séminaire pour vous donner un aperçu. Et en fait, où est-ce que je vais en venir? C'est que de temps en temps, vous pouvez essuyer des refus. Donc avec le persévérance, là on fait cette vidéo interview, donc ça c'est cool. J'en ai profité là pour faire une journée avec les personnes qui souhaitaient m'interviewer. Donc si vous appréciez la qualité de la vidéo, ça permettra peut-être à Thierry de prendre une équipe de prestataires vidéo et d'augmenter le branding de sa marque. Donc à chaque fois, ne prenez pas un refus personnellement parce que plus vous allez côtoyer des gens qui sont de plus en plus connus, plus c'est compliqué dans le sens, chacun a que 24 heures par jour et du coup, l'agenda peut être assez bien rempli. Voilà. Donc, on va parler donc du million. Donc, tu as fait ton premier million. Cette année, tu l'as bien annoncé. Donc, on le sait. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Absolument. Alors, juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Donc, j'ai deux chaînes vis-à-vis du business en ligne et des paris sportifs. Oui. Donc, comme tu l'as dit au début de la vidéo, donc une chaîne sur le web marketing de plus de 50 000 abonnés et une chaîne sur les paris sportifs avec plus de 35 000 abonnés. Et du coup, donc mes activités sur Internet, donc j'ai démarré le 1er février 2011. Donc j'ai grandi dans une ferme, dans un petit village de moins de 85 habitants, proche de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Oui. Donc s'il y a des gens de Chalon ou du département 71, ça vous permettra de savoir où j'ai grandi exactement. Donc vraiment dans la cambrousse profonde, au milieu des vaches, des chèvres, des sangliers. Donc ça, c'est vraiment cool, la grosse campagne. Et il n'y a toujours pas l'ADSL. Donc toujours en 2019, 2020, il n'y a pas d'excellente connexion Internet, donc le 0,1% du territoire français. Et par la suite, donc quand j'ai lancé mes activités sur Internet, donc en paris sportif 1er février 2011 et web marketing après, donc début janvier 2015. Oui. Donc les premières années, j'ai galéré parce que 2011 0, 2012 8000, 2013 32 000, 2014 71 000, 2015 103 000, 2016 238 000, 2017 626 000, 2018 1 million et 3 500 euros pour vous donner un exemple. Et là en 2019, je vais faire entre 1 million et 1,2 million, voilà à peu près la tendance qui va avoir lieu dans mon business. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas le chiffre d'affaires, ça on s'en fout, c'est le patrimoine net, donc ce qu'on a directement dans la poche et ce qui m'a permis d'être millionnaire à 29 ans. Donc je suis né le 8 août 1989. J'ai été expatrié dans un premier temps à Malte, donc de fin 2012 à début 2018. Et depuis avril 2018, donc après avoir vécu plusieurs années à Malte, tout en voyageant à travers le monde, j'habite à Tallinn en Estonie. Donc depuis avril 2018. Donc là-bas, 0% d'impôt sur les sociétés, 20% de TVA et 20% sur les revenus personnels. Donc que vous gagnez 1 000 euros par mois ou 1 milliard par mois, donc ce qui est avec votre société, vous payez 0, et ce qui est avec ce que vous versez en dividendes, en salaire, en revenus personnels, c'est 20%. Donc au moins, c'est clair, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, tout est online, c'est l'euro, ça parle anglais, et pour ceux qui ne connaissent pas, Tallinn en Estonie, c'est juste avant la Russie. Chose à préciser, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites, même si ceux qui connaissent Maxence donc, savent en fin de compte un peu son parcours. Donc moi j'aimerais juste préciser que tu as fait 1 million, donc ça prend un peu de temps, donc on a vu les étapes, mais c'est que tu as osé partir, parce que les jeunes souvent donc, restent bloqués sur la France.
il a osé partir donc du pays et aller à Malte. Je sais pas si c'était vraiment tout de suite pour le côté fiscal, mais tu es parti à Malte, au moins tu as osé, parce que moi j'ai vécu aussi à l'étranger, j'ai vécu 1 an et demi à Londres et aux États-Unis, donc je suis parti, j'en avais marre de la France, donc faut pas avoir peur, faut pas se dire voilà, je dois réussir dans mon pays. On est sur Internet, on a l'impression on peut aller n'importe où, donc il faut y aller. Et ensuite, tu as aussi une autre décision, donc partir de Malte pour l'Estonie. Bon, je pense que c'est peut-être plus aussi pour la famille, mais bon, mais aussi pour fiscal. Donc tu es parti, donc voilà, le monde il est grand, on est sur Internet, faut pas juste penser qu'à la France, il faut se balader. Voilà, on peut être maintenant connecté à tout le monde. Donc, on va prendre une parenthèse et repartir donc sur le million. Donc, maintenant, tu as fait le million. On a vu qu'il y a eu un parcours, comme on dit souvent, c'est plus compliqué de toucher son premier million. Mais tu n'as pas abandonné, zéro, différentes étapes, 1 million. Comment tu fais pour arriver aux 10 millions, ou même moins, hein, parce que c'est pas obligé d'arriver aux 10 millions. Et comment tu fais pour rester, parce que bon, tu as un système qui est mis en place maintenant. Donc, Absolument, absolument. Et donc, on dit souvent qu'ensuite, en général, après le premier million, c'est plus facile. Est-ce que c'est vrai? Merci même Absolument, j'allais venir voilà. sur tout cela. Ouais, et donc, comment tu vois le futur? Parce que je sais que tu as fait un peu d'immobilier, donc maintenant tu commences à diversifier, parce que maintenant tu es un riche. Donc, on dit souvent aux gens qui débutent de diversifier, mais ce qui est une grosse erreur, quand on n'a pas d'argent, il faut se focaliser sur un business et aller à fond. Comme dit Andrew Carnegie, qui est l'un des premiers milliardaires avec Rockefeller, il disait, ce que tout le monde ne dit pas, il faut mettre tous ses œufs dans le même panier et regarder le panier. Ce que tu as fait avec ton business en ligne, tu n'es pas parti faire 30 000 business. Et maintenant, tu as de l'argent, tu peux diversifier pour éviter les risques. Donc, maintenant, tu as fait l'immobilier, tu fais un peu de bourse. Parle-nous un peu de tout ça. Ouais, complètement. Alors, je voulais juste avant donner une définition qu'on avait pu voir. On avait fait quelques recherches avant pour donner des chiffres précis. Donc, pour vous, moi, c'est pas la même définition. Je reviendrai juste après. Vis-à-vis, donc si vous regardez la vidéo et vous êtes résident fiscal français, au sens de la France, vous êtes riche à partir de 3 800 € net par mois. Donc, quand je dis net, c'est aussi bien les salaires, votre retraite, des placements. Donc, dès que vous avez globalement 4 000 € net in the pocket dans vos revenus, vous vous considérez comme riche. Vous êtes dans les 10% des gens qui gagnent le plus de revenus et comme très riche, en quelque sorte, dès que vous êtes globalement à 9 000 € par mois, donc quasiment 9 000 € net par mois, là aussi, soit en salaire, en placement, donc tous vos actifs financiers. Donc, c'est pour vous donner la définition au mode de la France, donc par rapport à cela si vous êtes résident fiscal. Donc maintenant, autre chose que je voulais distinguer, donc quand on a 1 million, on entend énormément de choses sur Internet. Donc, première chose, on entend je suis millionnaire, mais 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec son entreprise. Donc ça, c'est de la merde, c'est bullshit, c'est pipeau. Notamment. Parenthèse, les dropshippers. Voilà. En e-commerce, les mecs, ils te disent tous, je suis millionnaire. Non, la réalité, donc c'est bien, c'est une très belle somme et félicitations aux personnes qui le font. Tu as gagné 200 000 €. Donc, de manière générale, c'est 20% de marge. Et quand je dis 200 000 €, c'est pour les personnes qui sont régulièrement expatriées parce que si vous avez gagné 200 000 € en France, vous avez l'IS, l'IR. Donc, finalement, vous avez gagné beaucoup moins. Donc, ça, c'était la première parenthèse. Donc, si des gens vous parlent en chiffre d'affaires, c'est de la merde. C'est juste un indicateur de son effet de levier dans son business, mais c'est pas un indicateur sur sa richesse. Je connais aussi, pour être sur Internet, des infopreneurs qui ont fait des millions. Et je peux vous assurer qu'ils n'ont même pas 50 000 € de côté. Enfin, je les connais moi personnellement, donc c'est pour vous le dire. Ou d'autres encore pires, entre guillemets, ils ont fait des millions et des millions. C'est vrai quand ils l'annoncent sur Internet. Mais là aussi, ils ont tout claqué. Parce que quand on a pas mal d'argent et qu'on a une capacité à en faire, on peut aussi tout claquer. Moi, comme je viens de la campagne et que mes parents, depuis des générations, on a une mentalité d'épargnant. Donc, on met de l'argent de côté. Ensuite, il faut l'investir. C'est ce qu'on va voir en détail. Mais c'était la distinction que je voulais faire. Donc, chiffre d'affaires. Ensuite, numéro 2. Ça, c'est une définition par rapport au système français. C'est est-ce que vous êtes millionnaire, mais en comptant votre résidence principale. Donc, en France, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont millionnaires. Et peut-être que si vous regardez cette vidéo, finalement, il y a une grande chance. Je sais qu'il y a des gens qui sont millionnaires qui vont regarder la vidéo, qui vont dire, ouais, mais je suis millionnaire sur le papier vis-à-vis du système français, mais je gagne que 3 000 € par mois ou je gagne beaucoup moins. C'est juste, j'ai hérité, ou si vous avez peut-être 60 ans, vous avez donc mis de l'argent de côté. Donc, ça va assez vite parce que l'immobilier augmente, les terres augmentent. Pour préciser ce que moi te couper, c'est millionnaire en patrimoine. Voilà, un millionnaire en patrimoine. En patrimoine et en résidence principale. Donc, en fin de compte, c'est un patrimoine qui ne travaille pas, qui ne ramène pas un actif. Il faut sortir de son appartement, le louer, et puis là, c'est un vrai actif. Voilà, donc pour moi, donc là, t'as anticipé, c'est excellent ce que tu viens d'évoquer, c'est parfait.
c'est vraiment de distinguer ces deux types de millionnaires différents. Donc, je vous ai dit, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont millionnaires, mais si c'est pas des actifs, donc en l'occurrence résidence principale ou des choses qui vous apportent zéro, bah c'est vrai, hein, sur le papier, on peut pas vous l'enlever, vous êtes millionnaire à l'instant T. Toutefois, bah malheureusement, vous êtes frustré dans le sens, voilà, vous n'avez pas du tout un train de vie de millionnaire et vous êtes en galère s'il y a une couille par rapport à votre patrimoine parce que vous ne pouvez pas payer. Donc souvent, on est obligé de revendre d'ailleurs son patrimoine pour pouvoir faire face, si on a de l'immobilier, le toit qui saute ou quelque chose comme ça. Ensuite, donc on a vu chiffre d'affaires, donc ça c'est bullshit. Ensuite, millionnaire, résidence principale, c'est cool, mais c'est pas des actifs. Donc troisième distinction, donc millionnaire en ayant des actifs. Oui. Donc ça c'est plutôt cool. Et le quatrième distinction qui est là est excellente et moi c'est ce que je fais partie, c'est ce que font partie aussi d'autres personnes sur internet. C'est millionnaire et en ayant des revenus stratosphériques. Donc quand je dis stratosphérique, c'est minimum 40-45 000 euros net par mois. Donc après avoir enlevé vos paiements des prestataires, l'affiliation, les taxes, Stripe, PayPal, les outils de votre business, bref. Voilà, ce qui vous reste dans votre poche, même, je dirais même en allant encore plus loin, même en enlevant votre train de vie. Et là, du coup, là, on peut vraiment dire, en tout cas, les trois autres possibilités, résidence principale et actif, vous êtes millionnaire, il n'y a pas de souci. Par contre, le Graal, c'est millionnaire plus gros revenus. Donc moi, c'est ce que je vis actuellement et c'est ce qui va me permettre d'avoir les effets de levier. Plus en plus de revenus avec une partie, qu'il faut préciser, qui est en automatique. Pas tout, mais une partie Ouais. qui est, voilà, avec des sites, avec de l'immobilier, des choses qui travaillent pendant qu'on dort, comme dit Warren Buffett. Si on se lève le matin plus riche que quand on s'est endormi, c'est que ça travaille tout seul, c'est qu'on est vraiment riche. Voilà. Absolument. Je vous invite vraiment à regarder la courbe de revenus. Moi, c'est ça qui m'a choqué par rapport à Warren Buffett. Parce que j'ai analysé, alors je sais pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près ce qui est véhiculé. Il y a 1500 milliardaires dans le monde, globalement. Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. C'est difficile de savoir exactement. Et sur ces 1500 milliardaires, je me suis dit, c'est fou. Voilà, cette nouvelle fois, cette loi 2080, la majorité sont des entrepreneurs et non des investisseurs. Et moi, je me suis dit, ouais, mais finalement, est-ce que j'ai envie, comme tout le monde, entre guillemets, j'ai envie, pourquoi pas d'être milliardaire. Par contre, avoir une boîte de milliardaires, Facebook, Google, ou même si en France, vous voyez, LVMH et ainsi de suite, c'est avoir, pour donner des chiffres, c'est à peu près ça, mais des milliers de salariés, des emmerdes, rendez-vous. Je crois qu'on a eu un exemple d'une personne qui avait été aussi milliardaire en France, mais qui devait des impôts au Japon, donc il se retrouve en prison. Donc bref, des problématiques parce que le point commun de tous ces gens qui sont milliardaires et qui sont entrepreneurs, ils ont donc des boîtes internationales. Et moi, personnellement, j'ai pas du tout envie d'avoir une boîte internationale. Et ensuite, donc en voyant d'autres personnes, donc dont vraiment l'exemple hallucinant de Warren Buffett, c'est que lui, il a été entrepreneur et à partir de 3 à 5 millions d'euros, vous pouvez vous dire, finalement, j'ai plus besoin d'être entrepreneur, je peux être investisseur. Et avec le fameux 20% par an, c'est ce qui lui a permis. Vous pouvez regarder sa courbe de revenus. Je crois que voilà, il était entrepreneur. Il a peut-être encore été un petit peu par la suite, mais moi, ce qui m'a frappé, donc jusqu'à 5 millions d'euros. Ça monte, mais vis-à-vis de son business. Et ensuite, il fait que de l'investissement. Et du coup, ça fait du 20%. Donc, 6 millions, ensuite 7-8 millions, 10 millions et ainsi de suite. Et on voit que finalement, donc si vous êtes millionnaire, il était millionnaire à 30 ans, Warren Buffett. Donc là, je me suis dit, je suis en avance sur lui. Donc, il y a deux choses qui m'ont frappé. Donc, numéro 1, c'est que finalement, il a été millionnaire à 30 ans. Il avait 140 000 euros à 26 ans. Donc, dans les deux cas, j'étais en avance. Je crois que jusqu'à même 37 ans, je m'étais dit, il me semble qu'à 37 ans, il avait seulement, entre guillemets, même si c'est énorme, 5 millions d'euros à 37 ans, pour vous donner un exemple. Et ensuite, il a été milliardaire, je crois, entre 53 et 57 ans de mémoire, comme ça, qui me revient en tête. Et du coup, ce qui est assez hallucinant, c'est que vous pouvez choisir d'être milliardaire en étant investisseur. Donc, de ne pas faire comme des Facebook, comme des LVMH, comme des Google et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Donc, ça, c'est vraiment appréciable. Et après, c'est cette constance. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo où vous dites, putain, il a été millionnaire à 30 ans, Buffett, mais il y a des sportifs de haut niveau, il y a des entrepreneurs, il y a même nous, des infopreneurs qu'on connaît, qui sont millionnaires largement, même avant moi, avant 29 ans,
et ils ne vont pas être milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas la constance. Ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'écoutais encore un podcast et là, cette semaine, bizarrement, j'ai eu plein de cas par rapport aux sportifs. Déjà, parenthèse, Warren Buffett a 83 sociétés, donc il est actif, il est acteur majeur dans 83 sociétés, donc j'espère que tu vas le faire. En fin de compte, tu vas investir dans d'autres sociétés et devenir milliardaire comme ça. Et donc, surtout important, c'est que il y avait une enquête qui a dit en France, aux États-Unis, 80% donc des sportifs qui gagnent des 10, 15, 20 millions, après 2 ans, sont, j'allais dire bon en anglais, sont pauvres. Bro, voilà. Ils sont pauvres. Alors qu'ils perdent tout leur argent, parce que souvent, ils savent pas gérer leur argent, parce que c'est bien d'être riche. Les riches, ça veut rien dire. Comme on disait tout à l'heure, on peut gagner 1 million et dépenser 1 million. On est pauvre. Et donc, le but, il faut apprendre à connaître l'argent, ce que toi, tu sais faire, tu l'apprends en tant qu'entrepreneur, et là, tu deviens investisseur. Et donc, pour revenir au sujet, le but, c'est pas en fin de compte, il faut savoir faire du cash, ça c'est une première technique. Ensuite, c'est apprendre à le garder et à réinvestir. Donc toi, pour revenir sur le sujet, donc tu as fait le million, maintenant tu gardes, tu disais entre 40 et 50 000 de revenus, combien tu as investi, sur quoi tu as investi, est-ce que tu te formes, parce que tu es le roi de la formation en France, tu es toujours dans toutes les formations, dans tous les séminaires. C'est quoi ton esprit? Comment tu prévois de passer aux 10 millions, après aux 100 millions et puis après au-dessus? Ah, complètement. Alors du coup, là, j'étais content de faire cette distinction. Maintenant, on va aller vraiment dans le vif du sujet. Donc moi, mes recommandations sont les suivantes. Donc numéro 1, pour passer, ou si vous avez investi, vous avez de l'argent de 0 à 100 000 euros, même je dirais de 0 à 150 000 euros, vous avez les paris sportifs. Donc moi, c'est ce que je fais personnellement. Donc les paris long terme, jusqu'à globalement 40 000 euros de capital. Donc là, vous allez avoir un retour sur investissement de 30% et que mes différents services, vous copiez des pronostics long terme. Donc pourquoi 40 000 euros? C'est que malheureusement, au-delà, vous avez des limitations de bookmaker, donc vous pouvez pas mettre des mises plus importantes. Et vis-à-vis des pronostics court terme, là aussi, vous pouvez mettre des mises un petit peu plus importantes, mais mentalement, ça peut vous biaiser dans le sens où on va mettre quelques milliers d'euros sur un pronostic. Voilà, vous pouvez ne pas vous sentir à l'aise. Donc de manière générale, pronostic long terme, pronostic court terme, de 0 à 100 000 ou de 0 à 150 000 euros. Et au-delà, il faut analyser ce que font tous les millionnaires, les multimillionnaires ou alors les milliardaires. Il n'y a que 2 leviers. Donc numéro 1, l'immobilier. Numéro 2, la bourse. Donc moi personnellement, donc d'ici le 31 décembre 2019, je vais investir 1 million d'euros dans la bourse. Donc là, au moment où je vous parle, je suis à plus de 250 000 euros investis. Ça augmente au fil de mois. Et la deuxième chose, c'est que je vais investir donc 1 million d'euros en immobilier d'ici le 31 décembre 2020 à Tallinn en Estonie. Donc là, pour le moment, j'ai réalisé donc 2 achats immobiliers. Donc c'est 2 appartements. L'un, c'était 52 400 et l'autre 51 400. Et à chaque fois, j'ai 350 euros net dans la poche. Donc ça fait globalement 7% net de rentabilité. Donc moi, mon domaine d'expertise, c'est sur le business internet. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais pourquoi tu n'utilises pas le levier bancaire? Donc c'est plus intelligent dans mon cas de figure précis, c'est pas ce que je vais vous recommander, mais dans mon exemple précis, c'est plus intelligent de mettre 1 million d'euros dans l'immobilier. Et à partir de ce moment, je vais donc faire l'effet de levier bancaire. Mais avant, au lieu de perdre avec des dossiers bancaires, comme je suis arrivé en Estonie en avril 2018, il faut avoir des historiques de société. Donc quand je dis historique, au moins 2 ou 3 ans. Sinon, les banques, ils vont pas vous prêter. Ils vont dire, ouais, mais ta société, elle est de avril 2018, tu veux mettre 1 million d'euros au cours des 365 prochains jours. Non, on ne te prête pas, monsieur. Donc je précise bien parce que peut-être que les gens n'ont pas compris, tu fais ça en cash. Absolument, ouais. J'achète en cash. Donc l'IMO, je cherche pas la rentabilité. Si oui, il y a des experts de l'IMO où vous êtes en train de vous dire, Maxence, c'est de la merde tes 7%, et vous avez raison. La différence, c'est que c'est de la location fixe. Les immeubles à chaque fois sont neufs. Donc c'est des immeubles qui sont tout neufs, qui viennent d'être construits. C'est les premiers locataires. Donc j'ai potentiellement, on n'est jamais sûr à 100%, mais potentiellement 10 ans où j'aurai jamais de problème. Et la troisième chose, donc les frais de notaire sont de 0,3%. Donc c'est moins de 300 euros à chaque fois, dans les 300 euros globalement que je paye. Donc c'est vraiment ces paramètres-là. Donc je voulais pas me faire chier, donc peu de rotation avec les locataires, donc location fixe. C'est des petites surfaces et pour diminuer le risque, parce qu'à chaque fois finalement c'est de se dire ça, c'est pas de regarder la rentabilité, c'est de se dire combien je suis prêt à perdre. Et comme je suis débutant en immobilier, je sais que ça peut arriver, même si la probabilité est proche de 0, je sais que ça peut arriver, pas de bol,
tu achètes un bien, au bout de 6 mois, tu as ta cuve des chiottes qui pète. Alors, il y a des assurances, on est d'accord, mais il y a toujours une franchise dans l'assurance. Il faut toujours, ça traîne et ainsi de suite. Donc, il y a toujours des, entre guillemets, soucis. Donc, c'est pour ça, je me diversifie. Et ensuite, dès que j'aurai mis en place ce premier million, donc d'ici le 31 décembre 2020, je vais tout simplement donc là faire l'effet de levier de bancaire parce que ça va être malin d'utiliser de l'argent de la banque pour passer à 2 millions, 3 millions et ainsi de suite. Et est-ce que tu vas, parce que moi sur ma chaîne, et j'ai souvent donc, des articles dessus, j'écris pas beaucoup sur l'immobilier, pourtant j'ai 10 ans d'immobilier, mais je suis fan de Grant Cardone, ceux qui me connaissent. Est-ce que donc, comment ça fait que tu n'es pas passé directement, bon, peut-être parce que tu n'as pas le crédit, à l'immeuble, parce que là-bas les biens sont à 50 000 euros, donc tu aurais pu acheter directement un immeuble avec 15, 16 locataires, et il y a moins de risques parce que tout est concentré sur un seul bien. Alors absolument, mais moi je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Et comme je vous l'ai dit, donc ça je sais que personne ne se le dise, hein, c'est même dans les paris sportifs, dans la bourse et ainsi de suite, c'est combien êtes-vous prêt à perdre. Okay. C'est contre-intuitif, vous dites, ouais, mais Maxence, moi je veux gagner. Bizarrement, tu as l'esprit d'un boursier. En immobilier, on n'en pense pas, mais en bourse, on le pense souvent. On sait qu'on va perdre. Normalement, en immobilier, on perd pas, parce que tant qu'on vend pas, on perd pas. Alors, on perd pas, mais quand je veux dire à perte, c'est pareil pour les paris mes services, c'est pareil vis-à-vis de la bourse. Je vais vous donner 2 exemples. Donc, paris sportif, vous rentrez dans mon service, vous jouez le premier pronostic, vous n'avez pas de bol, vous tombez sur un pronostic perdant. Vous êtes d'accord que là, vous avez perdu de l'argent. Vous avez un deuxième, il est encore perdant, donc vous avez encore perdu de l'argent. Et ensuite, tous les autres pronostics sont gagnants. Donc, vous allez en plus-value, en positif sur le long terme. Mais sur le court terme, vous avez perdu de l'argent. En bourse, vous rentrez, pas de bol. Hein, et on aimerait tous que, hop, on rentre, ça fait ça. Et après, si on perd un peu des bénéfices, c'est pas grave, on se dit c'est nos bénéfices. Mais la réalité, vous allez rentrer, hop, il y aura peut-être une petite baisse. Et sur le long terme, vous allez gagner. Mais à l'instant T où vous rentrez, vous pouvez avoir une perte. L'immobilier, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est pas marqué sur votre porte, mais ça peut arriver. Ça arrive. Je sais que quasiment personne n'en parle dans les formateurs, mais ça arrive malheureusement. Il y a des gens. J'avais une connaissance justement qui est très fort dans l'infoprenariat, qui est d'ailleurs qui lui est arrivé. Il achète un bien immobilier et 6 mois après, il y a une fuite dans le toit. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des assurances et ainsi de suite, mais ça lui a pris de l'énergie mentale. Ensuite, il y a eu des couilles avec le locataire. Donc, ça peut arriver. Là, maintenant, il m'a dit, ça fait 1 an qu'il n'a pas de problème. Et c'est pour vous donner un exemple, ça peut arriver. Et la vraie question à se poser, c'est combien je suis prêt à perdre. Là, j'ai fait deux premières opérations. Elles sont diversifiées et à chaque fois, c'est des petites surfaces. 31 mètres carrés et 17 mètres carrés. Ensuite, je vais en faire quelques autres. Et là, je vais attaquer à l'immeuble. D'accord. Mais à chaque fois, voilà, ayez ça en tête. Combien je suis prêt à perdre en court terme? Et c'est ça qui va faire une grosse différence et pas regarder que rentabilité, rentabilité, rentabilité. Et quand il y a une couille, vous dites, putain, pourquoi j'ai été cupide? Donc, ce qui est marrant, c'est que tu as, en fin de compte, la même philosophie que tu as fait pour le business en ligne et pour les paris, en fin de compte, tu la transfères à l'immeuble et à la bourse. En fin de compte, tu transfères t'as une philosophie de base et tu la changes pas. Ouais, absolument. Du coup, ça va faire une grosse différence. Donc, immobilier, c'est de la gestion patrimoniale. Donc, moi, mon objectif, ça va être d'avoir à peu près une moyenne de 7,5% net. On avait même calculé 7,68 exactement d'ici le 31 décembre 2020 pour avoir 75 000 euros de loyer, puisque j'investis alors la bourse et l'immobilier au nom de ma société, un 0% d'impôt ici en Estonie. Donc, c'est pour ça que je fais via ce biais. Et autre chose, donc là aussi, je suis prudent, je me dis, si j'ai 76 000 euros de loyer dans l'année 2021, il y aura quelques couilles, donc je pars sur une base de 70 000. Donc là, 2019, gros levier sur la bourse, donc là, je suis à plus de 250 000 euros investis. Donc je vais vous donner 2 stratégies que je réalise. Donc qui sont les suivantes. Donc stratégie numéro 1, je vais mettre, en tout cas là, c'est en transition petit à petit, mais 50% sur la stratégie de mon pote qui s'appelle Viken Choboyan, que j'ai déjà interviewé sur ma chaîne YouTube, que je connais depuis 2007, qui fait plus de 20% par an depuis 2006, qui est trader professionnel, qui est diplômé de l'AMF et ainsi de suite. Voilà, c'est sur les marchés US, je suis encore diversifié. Je sais que je vais avoir 20% par an. Voilà, c'est une connaissance, je sais que c'est pas un pipoman. À chaque fois, j'ai eu accès à tout ce qu'il faisait et c'est brillant. La seule chose, c'est que pour vous donner la petite anecdote, c'est qu'en janvier 2016, j'avais 70 000 euros de capital et j'estime que la bourse, ça devient intéressant à partir de 100 000 euros de cash. Parce que en dessous, je dis pas que c'est pas intéressant, loin de là, mais c'est juste que ça ne fait pas rêver.
Hein, si vous faites 10% dans l'année et que vous avez 50 000 euros à investir, vous avez gagné 5 000 euros. C'est cool, c'est bien, mais ça fait pas non plus sauter au plafond. Vous voyez un petit peu l'idée, surtout quand vous faites du business Internet. Je vais revenir sur, sur la bourse, que moi, j'ai joué en bourse il y a plus de 15 ans, donc ça date. Et j'ai toujours appris qu'il vaut mieux jouer avec l'argent des autres, comme fait Warren Buffett. Donc toi, tu fais ton propre argent, donc tu as quand même du cash. Tu fais quel type de placement? ETF, c'est les trackers, qu'est-ce que tu fais? Alors justement, ouais, donc sa première stratégie, donc je suis un trader professionnel. Donc ça, c'est exactement comme les paris long terme. Il y a une quinzaine de trades à l'année. Alors en fonction, donc je le précise une nouvelle fois, c'est 22% même il est exactement en moyenne, mais il y a une année il va peut-être faire 38%, il y a une année il va faire 9%. C'est très rare qu'il est négatif, mais on achète des actions US, ça va être par exemple l'action PayPal d'un instant T à un autre instant T, on va acheter l'action Boeing. C'est comme des paris long terme. Si vous avez déjà parié, ça vous donnera un aperçu. Donc ça, 500K. Donc, excuse-moi de te couper, investissement long terme, t'es pas là à trader. Ah non, non, non. Voilà, Je laisse pour ceux qui y arrivent, pour les rares personnes qui arrivent à faire du day trading. Ouais. Mais c'est pas du tout mon credo. Une nouvelle fois, hein, comme je l'ai dit, ma valeur horaire, c'est le business Internet. Et les deuxièmes 500K, c'est le permanent portfolio d'Harry Brown ou aussi qui est véhiculé par Cédric Froment. Donc du coup, ça c'est la chose suivante. Donc 25%. Donc fonds d'investissement alors. Ouais, fonds d'investissement. Alors j'utilise, pour ceux qui se posaient la question, peut-être, j'utilise la plateforme Lynx, donc Interactive Broker, et là qui est le sous-affilié, c'est Lynx, c'est ce que j'utilise personnellement. Donc 25% or, 25% tracker immobilier, 25% obligations à haut rendement et 25% actions. Donc là, vous allez arriver à faire entre 7 à 10% de manière générale par rapport à ça. Alors souvent, on me taquine avec ça, on me dit, mais Maxence, si tu as un tracker immobilier, on est d'accord, qu'est-ce que tu vas te faire chier donc à faire de l'immobilier en Estonie? La raison est toute simple. Quand vous avez un tracker immobilier, vous avez le bon immobilier et vous avez de l'immobilier de merde. Vous avez tout l'exemple du tracker, parce que si demain, et c'est pour ça que ça a été mis en place, si demain vous voulez investir 1 milliard, à part dire je rachète la capitale, entre guillemets, pour faire sourire, c'est pas vraiment de l'immobilier. Alors que du vrai immobilier, si vous faites de l'immobilier, votre objectif c'est de trouver la bonne affaire. Donc dès que c'est de l'immobilier de merde en quelque sorte, vous n'allez pas investir dedans. Alors que les trackers, vous avez de l'excellent immobilier, mais vous avez aussi de l'immobilier de merde et c'est ça qui permet de faire quelques pourcents. Mais la distinction, pourquoi je me casse le cul à faire de l'immo en dur en quelque sorte par rapport à de la bourse, parce que l'immo en dur, moi j'estime que j'achète que des bonnes affaires, comme je l'ai dit, du neuf, du minimum 7% de rentabilité nette, de la location fixe, etc. etc. Il y a une autre raison, parce que comme je le répète, je viens de l'immobilier et puis c'est de la logique. C'est que avec l'immobilier, il y a l'effet de levier et qu'en bourse, on lève pas d'argent pour acheter en bourse. Même maintenant, on peut lever avec les CPI, mais c'est rare. Et en plus, comment est née la crise immobilière? C'est parce c'est ce qu'on appelle les RICS en anglais. On mélange plein de choses immobilières, plein de programmes immobiliers. On met les merdes qu'il y a eu à Miami et dans toutes les villes un peu pourrites. On mélange plein d'actifs. On vous dit que c'est de l'immobilier, mais ça reste de la pierre papier. Et en fin de compte, on met plein de choses. On ne sait pas ce qu'on achète. En fin de compte, on pense à de l'immobilier, mais c'est de la merde. Voilà. Il y a des trucs bons, mais il y a aussi de la merde. Tu vas en Estonie, tu peux toucher le bien. Si demain. Mon bien, j'estime que c'est mes biens. Demain, il y a une crise, il y a une guerre mondiale. Tout va partir en délire, même les boîtes. Mais l'immobilier, s'il n'y a pas de guerre en Estonie, l'immobilier sera toujours là. Enfin voilà, c'est vraiment du solide. Ça reste intéressant. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est bourse, parce que moi comme d'autres, j'ai dit que normalement il devait y avoir une crise en 2019. Je prédis rien, je ne dis rien, je dis juste que moi j'ai juste fait des études par rapport aux différentes crises. Il y a toujours des crises depuis tous les 10 ans. Donc, est-ce que toi, donc, comme tu investis long terme, est-ce que tu es du genre à flipper, tu vas tout retirer? Ou tu dis, moi j'investis vraiment long terme, je me prends pas la tête, ça baisse, pas grave, je laisse, je continue mon business en ligne, je gagne ma vie? Alors moi, ce que j'ai fait pour l'année 2019, donc là mon pote que je vous disais juste avant, donc là crise ou pas crise, on s'en fout. Là c'est comme des paris long terme, donc il n'y a pas une question de tel ou tel joueur est-il en forme. Et vis-à-vis de l'autre stratégie, moi, ce que j'ai fait, c'est que je pense également qu'il y aura une crise. Donc, du coup, j'ai de l'or, j'ai de l'obligation en rendement, j'ai de l'immobilier et je prends le risque, la partie là, donc des 25% sont en cash sur mon compte de Lynx. C'est-à-dire que si il n'y a pas de crise, on est d'accord, j'ai pas pris de plus-value. Par contre, s'il y a une crise, eh bien, je vais pouvoir acheter un peu plus bas. Donc, vous allez peut-être me dire, ouais, mais si tu penses qu'il y a une crise, tu devrais jouer à la baisse. Mais
Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est juste que je pense qu'il y aura une crise. Donc, je pense exactement comme toi. Je suis pas devin comme tout le monde. Donc, je prends ce risque. Si les cours augmentent, bah, je sais que je vais, entre guillemets, perdre de la plus-value. Bah, tant pis, hein. Voilà, je suis parieur. Je prends ce risque-là. Tant que tu ne revends pas, en fin de compte, tu perds pas. Donc, tu vas avoir une Que la partie action, les 25% sont en cash sur mon compte Liquid. Sinon, tout le reste, je suis sans aucun problème. Mais l'or, tu l'investis parce que ça aussi, c'est un peu, pour moi, après, j'espère que tu vas me répondre que tu l'as en vrai. Tu as du vrai or ou tu as de l'or en bourse? Non, j'ai de l'or en bourse. Ça va peut-être te faire sourire. Non, j'ai pas de vrai or parce que on me l'a déjà conseillé. Mais la dernière chose que j'ai des crypto-monnaies. J'ai 30 000 euros de crypto-monnaies. Donc, pour le moment, j'ai perdu 20 000 euros. Pour vous donner alors, je suis beaucoup diversifié, mais le seul conseil avec le recul que je pourrais vous donner, c'est ne vous diversifiez pas parce que finalement, c'est exactement pareil. Donc, j'ai 1,1 Bitcoin, 60 Litecoin, 100 Ethereum classique, 17 Ethereum, 50 Augure, 10 Monero, 2 Dash, j'ai 1500 Ripple, j'ai du Neo, j'ai Neo Substratum, j'ai encore 2-3 autres petits trucs. Mais en gros, pour vous faire simple, j'ai investi 30 000 euros. Donc, du 17 juillet 2017, donc j'en avais quand le Bitcoin était à 2 000 euros jusqu'à la bulle. Là, pour vous donner un exemple, je suis à moins 20 000 euros. Moi, mon objectif, c'est de faire un bilan en 2025. Après, voilà, je pense que ça augmentera sur le long terme, mais je suis pas aussi optimiste que les gens qui vendent des cryptos. Mais je suis pas non plus pessimiste comme aussi les personnes qui pensent que c'est de la grosse merde les crypto-monnaies. Je pense qu'il y aura un juste milieu et que logiquement, eh bien, on aura un Bitcoin à 20 000 euros ou 50 000 euros. C'est juste qu'au lieu que ça a été prédéfini peut-être en 2021, ça aura lieu en 2025 ou 2030. Mais je pense moi personnellement que ça va augmenter sur le long terme. Donc je mets pas beaucoup parce que c'est pas du sûr comme de la bourse ou de l'immobilier. C'est beaucoup moins sûr. Mais comme je pense que ça va augmenter sur le long terme, c'est pour ça que j'ai investi également. Donc, truc un peu bizarre, parce qu'avec tout ce qui a été dit, là, j'ai 3 questions qui sont venues. Et comme j'ai pas noté, donc je vais te les dire. Tu réponds comme tu veux. Donc là, depuis 1 an et demi, 2 ans, tu passes en tant qu'investisseur. Robert Kiyosaki et d'autres investisseurs disent qu'en fin de compte, il y a 70% en fin de compte d'entrepreneurs qui ne gagnent plus leur vie par leur boîte, qui gagnent un petit peu, mais qui gagnent 70% de leurs revenus par leur investissement. Donc toi, tu vas peut-être te transformer en ça, tu auras peut-être de plus en plus d'actifs. Est-ce que donc, là voilà, c'est la première question. Est-ce que actuellement, tu t'es diversifié dans plein d'actifs. Est-ce que tu sens que tu vas te spécialiser dans un? Est-ce que tu es plus immobilier, bourse, ou crypto? Ça, c'est la première question. Mais tu fais de l'investissement. Moi, mon premier investissement, et c'est là où j'ai fait le plus gros argent, c'est un investissement dans une boîte où j'avais des parts sociales. Bon, j'ai même fait une grosse connerie. Ceux qui me suivent le savent, parce que j'ai été minoritaire. Grosse bêtise. J'ai pas signé de pacte d'associés. Est-ce que toi, tu comptes réinvestir dans des boîtes? Parce que c'est comme de la bourse, mais à part que là, tu connais les personnes. Quelqu'un demain vient te voir et te dire, voilà, je vais créer une marque, le nouveau Ernest, je vais créer une nouvelle marque, je vais créer un nouveau Facebook. Tu es prêt à investir en propre dans un ami ou une personne qui a un côté un plutôt business angel? Ou est-ce que ça, tu n'y as jamais pensé? Ou est-ce que donc tu vas te recréer d'autres business en ligne pour vraiment passer aux 10 millions? Parce que l'immobilier, je ne m'inquiète pas, tu as l'air d'être bien carré, je pense que ça va le faire, parce que moi je viens du million. Je ne m'inquiète pas, tu auras demain les 5, 10, 20 millions d'immobilier. La bourse aussi, tu as l'air d'être bien, les cryptos, ça on verra, personne ne sait. Donc voilà, je t'ai fait un mélange de questions, désolé. Je te laisse. Ouais, alors je vais répondre vis-à-vis donc ce que tu disais. En gros, est-ce que tu penses, Maxence, investir dans des startups ou business angel? Ouais. Moi, la réponse c'est non. Pour quelle raison? C'est que c'est un coup de poker. C'est-à-dire que on a tous le rêve d'investir dans le futur Skype, TransferWise, Taxify si vous connaissez, hein, c'est le concurrent Uber. Si vous êtes en France, utilisez Taxify, c'est une startup estonienne. C'est comme Uber, mais c'est beaucoup moins cher et ça fonctionne. Donc, on a tous ce rêve de vouloir investir dans cette boîte. On dit on a mis 1000, 5000, 10 000 euros. Elle en vaut des milliards et finalement on est millionnaire grâce à ça. Mais sauf que la réalité, c'est une probabilité proche de 0. C'est comme du loto. Donc moi personnellement, je vais pas le faire. J'avais investi, c'était vraiment pas grand chose. Hein, c'était 6 000 euros dans des startups. Ouais. Alors, il y en a 2 déjà. Elles sont parties, elles ont coulé. Et en plus, c'est pas n'importe quelle startup. C'était des startups qui sont rentrées sur la bourse. C'était à Francfort, en Allemagne. Ouais. Donc c'était déjà des trucs censés être triés sur le volet. Mais moi, ça me correspond pas et je me dis, bah voilà, une nouvelle fois, je sais ma valeur et je cherche pas en fait un coup de poker, même si
On a tous envie une nouvelle fois, entre guillemets, d'investir sur le nouveau Facebook, le nouveau Google. Mais la réalité, c'est de trouver le nouvel Amazon. On a une chance sur 1 million ou plus pour investir par rapport à ça. Donc ça, je l'exclus. Startup, Business Angel. Ok. Ensuite, par rapport à ta question vis-à-vis de la bourse, donc comme je vous l'ai dit, donc je vais investir 1 million d'euros d'ici le 31 décembre 2019 et en 2020. Donc d'ici le 31 décembre 2019, 250 000 euros dans l'immobilier et d'ici le 31 décembre 2020, 1 million d'euros dans l'IMO. Et ensuite, donc effet de levier bancaire sur l'immobilier. Ouais. Et je vais me focaliser que sur la bourse. Donc tout le cash de mon business internet. D'accord. À partir de 2021, ça sera bourse, 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 bourse. Et pour la partie immobilier, ça sera que effet de levier bancaire, effet de levier bancaire, effet de levier bancaire. Alors, donc c'est ça Donc l'objectif. c'est quoi? C'est 30% immobilier, 30% bourse et puis, enfin plutôt, on va dire 50-50 parce qu'en fin de compte, le reste, crypto, c'est fini. Crypto, moi personnellement, je vais laisser les 30 000 euros que j'ai obtenus. Si j'ai du bol, peut-être, voilà, pour vous donner un exemple, si le Bitcoin va un jour à 100 000 euros, voilà, j'aurai peut-être 150 000 ou 200 000 euros de crypto-monnaie, mais une nouvelle fois, j'ai pas envie de spéculer par rapport à ça. Je suis prêt à perdre beaucoup en investissant pas plus et de pas me dire ouais mais si ça finalement ça monte jamais, n'ai pas de stress par rapport à ça. Donc je suis vraiment sur les valeurs sûres puisque l'objectif c'est vraiment d'avoir de la gestion patrimoniale quand vous avez de l'argent et de vous concentrer sur c'est quoi votre talent inné. C'est quoi votre talent inné? Moi c'est le business sur internet. Et du coup, tout ce que je fais en dehors, c'est de la dispersion. Donc vraiment les fondamentaux. Ouais. Souvent, on me dit ouais mais Maxence, finalement, t'es pas assez diversifié si pour tes millions, tu fais que de l'immobilier, que de la bourse. Donc déjà, C'est pas mal, bourse, j'ai 2 stratégies. Et vis-à-vis de l'immobilier, déjà dans tous mes premiers biens, là, les 2 premiers que j'ai achetés, c'est pas au même endroit et ça sera encore diversifié et tout ce qui va avec. Et à chaque fois, j'ai envie de dire, quand vous avez quelque chose qui marche, pourquoi voulez-vous diversifier dans quelque chose qui ne marche pas? Pourquoi je vais aller me diversifier dans des cryptos et potentiellement ça peut peut-être se péter la gueule? Pourquoi je vais aller dans des startups business angel et finalement paumer tout mon oseille? Vous voyez un petit peu l'idée, c'est que à un certain moment, ça sert à rien de vraiment trop se diversifier parce que finalement vous êtes suffisamment diversifié et vous focalisez systématiquement que sur votre vraie valeur ajoutée. Et pour la dernière aparté, vis-à-vis de l'or, tu me disais mais pourquoi t'as pas de l'or physique? C'est tout simplement j'ai une clé Ledger. Donc vis-à-vis de ces 30 000 euros de crypto-monnaie et je vois déjà comment ça m'emmerde. Donc je me dis si je devais avoir un lingot d'or ou le donner à quelqu'un, ça devient en fait une contrainte. Et j'ai pas envie que l'argent devienne une contrainte par rapport à ça. Donc c'était voilà pour cette petite aparté. D'accord. Dernière question, puis après je poserai les questions que je pose toujours à mes invités. Donc, tu as bien précisé, donc on a compris ta stratégie pour aller aux 10 millions, donc c'est plutôt une partie investissement, peut-être 30%, 40%, donc l'immobilier. Alors je vais revenir un peu sur ça. 30-40% sur la bourse. Et donc, est-ce que, parce que comme tu veux rester focalisé, tu as raison, de One Thing, est-ce que donc tu vas créer d'autres business, comme tu es entrepreneur, donc tu peux créer d'autres business, celui-là il marche pas automatique, mais tu as un système, tu as une équipe, est-ce que tu vas créer un autre bloc où tu vas monter à 2-3 millions? Est-ce que tu vas créer plutôt plus de produits? Voilà. Est-ce que tu as déjà une idée des stratégies de business que tu veux créer? Alors, sans dire tout, sans tout. Ouais, non, mais de toute façon, moi, je dis tout parce que les gens surestiment l'idée et sous-estiment l'action. Donc, ça me fait vraiment sourire les gens qui disent je te dis pas mon idée parce que n'importe qui a des millions d'idées et la réalité c'est qu'il faut l'implémenter. Des Airbnb, tout le monde y a pensé, les bookings, tout le monde le pense. Ouais, mais pourquoi tu le fais pas? C'est parce que il y a tellement d'actions derrière. Donc vis-à-vis de tes questions, donc comme je disais dans la vidéo, je suis né le 8 août 1989 et je vais faire un break. Donc il y a un point qui est donc mis en place en septembre 2024. Donc vous allez peut-être vous dire pourquoi septembre 2024? Donc je vais avoir 35 ans en août 2024. Mon frère a 5 ans de plus que moi, même s'il fait 5 à 10 ans que moins de moi. Donc il aura 40 ans en août 2024. Donc l'objectif, lui, il veut minimum 500 000 euros dans la bourse. Il les aura. Donc là, voilà. Donc première chose, je fais un break. Donc, ça sera le moment des Jeux Olympiques. Je sponsorise aussi un athlète qui s'appelle Johan Koval. Il va arrêter sa carrière également juste après les JO. Donc là aussi, fin août, début septembre 2024. Donc là, je vais prendre une décision. Est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas via Internet?
Donc d'ici là, d'ici août 2024, l'objectif, c'est d'avoir un patrimoine net d'au moins 5 millions. Donc je pense que ça sera peut-être plus parce que, comme vous le savez, c'est exponentiel. Mais comme je suis quelqu'un qui aime bien finir mes promesses, objectif 5 millions d'euros net de patrimoine en septembre 2024. Et là, je vais prendre la décision, est-ce que je continue, oui ou non? Si je continue pas, donc là je vais me mettre comme Warren Buffett donc à vivre que de mes investissements, parce que si vous faites 20% par an, donc ce qui va faire donc 1 million d'euros dans l'année, vous êtes d'accord avec moi, et à 20% par an, souvenez-vous de cette statistique, votre patrimoine augmente, donc fait un x10 en 13 ans. 20% net par an, votre patrimoine fait x10 en 13 ans. Donc là en l'occurrence, on partirait sur 50 millions à 48 heures pour vous donner un aperçu vis-à-vis de tout ça. Donc là, jusqu'à cette période-là, je vais me consacrer sur mes 2 business internet, web marketing, paris sportif. Donc à fond, les développer au maximum que je pourrais d'ici cette période. Et ensuite, je me poserai cette question que je vous ai évoquée. Et après, j'ai un rêve. Souvent, on me demande comment tu te vois Maxence dans 10 ans. Je souhaite être président d'un club de foot. Donc, je vais prendre une décision entre 35 et 40 ans. Donc, quel est le club de foot que je peux acheter? Le moment où on fait cette vidéo, il y a un club de foot qui s'appelle Valenciennes qui est estimé à 6 millions d'euros. Donc, c'est pour vous donner les montants. Dans le foot, c'est des sommes astronomiques. Donc, pour moi, c'est beaucoup trop cher. Valenciennes à 6 millions d'euros, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. Et pendant cette période, entre 35 et 40 ans, je vais être en recherche d'acheter un club de foot. Donc, potentiellement, entre guillemets, de faire un petit all-in parce que je sais que si il y a une bonne gestion financière et un bon management, c'est la manière la plus rapide que je passe de 5 millions d'euros de patrimoine à 100 millions. Parce que vous le savez, si vous avez des joueurs qui sont performants, vous avez une bonne gestion de budget et quelque chose qui fonctionne bien, vous pouvez très très rapidement, en 3 à 5 ans, passer de 5 millions à 100 millions d'euros de patrimoine dans la foulée. Heureusement que tu as précisé, parce qu'on m'a toujours dit que les clubs de foot, les clubs de sport n'étaient pas rentables. C'était plutôt un rêve de riche. Mais bon, toi, tu as vraiment le côté gestionnaire, ne pas dépenser, acheter des joueurs trop chers, vraiment bien gérer comme toute boîte et ne pas perdre d'argent en fin de compte. Prenez l'exemple de Monaco, ils ont été champions de France en 2017. Ensuite, l'été 2017 et l'été 2018, ils ont vendu quasiment toute leur équipe. Donc là, ils ont pris des sommes astronomiques, des Kylian Mbappé, 180 millions d'euros, Thomas Lemar, Fabinho, Bagayoko, bref, toute l'ossature de l'équipe. Ensuite, ils sont devenus des chèvres. Et là où ça fait vraiment sourire, il n'y a que le foot pour voir ça, c'est qu'ils virent un entraîneur, il faut payer l'indemnité 8 millions d'euros et 3 mois après justement, ils ont appelé Thierry Henry et ils l'ont viré 3 mois après. Ils rappellent l'entraîneur avec un contrat à 4 millions d'euros. Il y a tellement d'oseille dans le foot. C'est juste que, voilà, à un moment donné, il faut beaucoup travailler. Il faut savoir gérer et pas gaspiller l'argent comme Monaco, là, avec l'exemple que je vous ai évoqué. Et c'est juste du délire. Vous dites à quelqu'un dans la rue, il se dit, mais comment c'est possible? Tu rappelles un gars que tu as payé 8 millions d'euros il y a 3 mois avant. Tu te moques de Monaco, mais c'est peut-être le patron qui gagne le plus d'argent. Mais parce que lui, il s'en fout il s'en fout du foot, mais justement, c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de clubs. Prenez l'exemple au Portugal de Porto, grosse gestion financière et gros enrichissement. Donc, en fin de compte, tu as répondu à la première question. Parce que la première question, c'était donc quel est le business dont tu rêves à part celui que tu as actuellement, donc c'est le club de foot. Président d'un club de foot, je le serai. Je ne sais pas quand, je ne sais pas avec quelle équipe, mais c'est quelque chose que je veux faire parce que je veux pas avoir de regrets sur mon lit de mort. Tu as raison, il faut. Donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Meilleure expérience financière ou de manière générale? Soit de mindset ou de développement, les deux, en fait, comme tu veux. Alors, ma meilleure expérience, c'est d'avoir organisé un séminaire parce que c'est quelque chose. Là aussi, alors j'ai même fait des photos qui ont été développées là par rapport à un photographe. J'ai un gros album et je me suis dit, waouh, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je serais tellement fier d'avoir organisé ça. Donc, quand vous avez l'occasion, je sais que toi, tu devrais le faire au cours de l'année 2020, faites du présentiel. Donc, vous n'allez pas le faire pour l'argent. En tout cas, il y a très peu de probabilité que vous arrivez vraiment à gagner de l'argent avec du présentiel. Par contre, numéro 1, vous avez l'impact. Numéro 2, vous rencontrez les gens en chair et en os. Et numéro 3, c'est votre fierté personnelle de ce qui va rester dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Parce que si aujourd'hui, vous êtes sur Internet, vous avez des gens qui regardent vos vidéos YouTube, des gens qui s'inscrivent à votre newsletter, vous avez même des paiements. Mais finalement, moi, avant que je te rencontre en vrai, tu m'avais contacté par email. Ça s'était pas fait comme je vous l'ai dit.
Moi, je croyais qu'il avait 20 ans, parce que sur les photos et ainsi de suite. Et là, j'ai vu, mais tu as quel âge? Ok, tu es père de 3 enfants, ainsi de suite. Vous voyez que tu as 43 ans. Vous voyez qu'il a pas du tout 20 ans. Donc, du coup, c'est une perception différente et c'est tellement mieux de rencontrer les gens en chair et en os. Donc, en expérience de vie, séminaire et de manière générale, le présentiel. Ok. En plus, surtout, c'est vrai que enfin, pour moi, tu es le roi des séminaires. Tu es dans tous les séminaires, donc tu aimes ça à la base, je pense. Ouais, T'en as ouais. ça beaucoup, donc logiquement, tu aimes faire ça. Tu aimes rencontrer du monde. Ouais, et puis ça va me permettre vraiment aussi de rencontrer les gens. Même si vous vous posez la question de certains acteurs sur le marché, vous vous dites, alors le gars là sur YouTube, est-ce qu'il joue un numéro? Quand vous voyez les gens en chair et en os, de manière générale, il y a beaucoup plus d'authenticité. Donc soit vous voyez si c'est des acteurs sur le web, soit vous voyez, bah non, en fait, c'est exactement pareil. Soit bah, vous imaginez qu'il est jeune alors qu'il est moins jeune. Bon, il y a des gens, je m'en souviens. Soit vous imaginez que la personne il est grand alors qu'il est petit, alors vous croyez qu'il était petit, il est grand, il est costaud, maigre. Voilà, vous imaginez des choses via la vidéo, via les photos, et finalement dans la réalité, bah, c'est peut être différent ou pareil, mais du coup ça, c'est ce qui amène le plus d'authenticité. Donc, en fin de compte, là, parce qu'à la base, c'est un podcast, donc je regarde mes notes. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier, alors dans quel sens quand tu Qu'est-ce qui parles de fait, en fin levier? de compte, que tu deviens entrepreneur? Parce que bon, souvent, voilà, certains disent la lecture, donc lire beaucoup de bouquins. Moi, je dis oui, mais en fin de compte, tu passes par l'action. D'autres vont dire le coaching, d'autres vont dire les masterminds, d'autres vont dire les séminaires. Enfin, voilà. Ou c'est quoi? Ou peut-être faire des erreurs, créer des boîtes, faire des erreurs et apprendre. Donc, c'est quoi pour toi ce qui fait que n'importe qui peut passer de là à là parce qu'il a fait ça, parce qu'il s'est formé ou parce qu'il a rencontré une personne ou parce qu'il a il a défini son pourquoi. Enfin, il y a plein de raisons. Après, Alors en gros, je vais répondre vis-à-vis de deux scénarios. Donc la première chose, donc quand on veut devenir entrepreneur, moi personnellement, hein, je pense que 95% des gens, donc dites-le dans les commentaires, ça sera intéressant, c'est vis-à-vis du sentiment de liberté. Donc c'est de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Donc il y a des contraintes, mais avoir voilà ce sentiment de gratification personnelle, d'être son propre patron et non de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle les personnes se lancent. Et ensuite, les qualités indispensables qu'il faut avoir, pour moi c'est simple, c'est donc tous les jours mettre des actions quotidiennes. Donc pour le business sur Internet, et ça c'est quelque chose qui me frappe, il y a des personnes qui me disent ouais mais je travaille ou ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as produit? Donc je répète, qu'est-ce que tu as produit lorsque tu as une entreprise? Donc pour Internet, c'est qu'est-ce que tu as produit donc sur ta chaîne YouTube, ton blog, ton compte Instagram, combien tu de nouveaux inscrits qualifiés qui rentrent chaque jour dans ta base de données, le cash, combien tu gagnes aujourd'hui et la satisfaction clientèle. Donc est-ce que les gens sont satisfaits? Donc quand les gens parlent de vous dans votre dos, qu'est-ce qu'ils disent? Et plus c'est positif, mieux c'est ça va pour votre branding de votre marque. donc ça rend compte pour traduire. Enfin, c'est être constant. Parce que ne Ah, et pas être constance au constant dans la quotidien. production du Parce que contenu. les gens vont lâcher. 99% des gens, tu me disais tout à l'heure, c'était intéressant, tu m'as dit, est-ce que tu vas recréer un nouveau business? Non, je vais pas recréer de nouveau business. Je vais accentuer mon actif existant pour vraiment vous démultiplier. Quand vous repartez de zéro, c'est la merde. Donc à chaque fois, vous devez donc accentuer sur vos actifs. Et 99%, on a pu le voir avec la mode du dropshipping où plein de gens maintenant ont arrêté. On a pu le voir avec la pub de Facebook où maintenant, comme les coûts publicitaires ont vraiment augmenté, seuls les meilleurs arrivent à être encore bien rentables. Donc à chaque fois, il y a des gens qui arrêtent et vous, si vous n'arrêtez pas, par ricochet, vous allez vous retrouver dans le top 3 ou numéro 1 de votre marché. Donc ensuite, quatrième question, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors c'est intéressant comme je lis quasiment jamais, donc je lis Ou un audio sinon. un livre par an, mais comme j'ai quand même lu quelques bouquins, un livre que j'avais vraiment apprécié à l'époque, je l'ai lu en 2011, mais que vous connaissez certainement, c'est le livre d'Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche. Oui. En fait, ça m'avait frappé de bon sens à l'époque. Donc, deux exemples tout bêtes qui m'avaient frappé et que là aussi vous allez l'entendre pour la 10 millième fois, mais faites-le. Est-ce que vous le faites réellement? C'est il dit il faut mettre 10% de côté chaque mois, il faut se payer en premier. Ça, Ouais. n'importe qui, vous l'avez entendu 250 millième fois que je vous le dis. Par contre, dans la réalité, Personne ne le fait. c'est qu'il y a zéro
1% ou très peu de personnes qui le font. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et votre compte sont vides, vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes jamais payé en premier et vous n'avez jamais mis d'argent de côté. Si c'était le cas, moi c'est ce que je fais personnellement. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai jamais de problème financier. Et ensuite, vous focalisez à que créer de la valeur, augmenter ses revenus, parce que réduire ses dépenses, on peut jusqu'aller à zéro. Même si on mange plus, on fait plus rien, on est à zéro. Par contre, les revenus, c'est nos limites. Par contre, je fais jamais de précision sur ce qui est dit par les invités, mais pourquoi en fin de compte, parce que ça c'est super important, les 10% en fin de compte, je crois que c'est dans le roi de Babylone, j'ai oublié le nom, et je pense qu'il l'a repris dessus, les 10%, c'est pas pour les 10% en fin de compte, parce que tu t'enrichis pas si tu es smicard. C'est l'automatisme. C'est la discipline. Le fait d'avoir l'habitude de le faire, et puis après, si tu peux faire 20, 30, tu t'habitues à pas dépenser, et puis un jour, tu pourras, et si tu gagnes plus, tu pourras vraiment être frugal et investir l'argent que tu as épargné. Mais c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour vraiment avoir le réflexe de pas tout dépenser et de payer les impôts et tout avant soi-même. Absolument. Ce que je vous ai dit dans ce début de cette vidéo, je connais des infopreneurs. Ils ont fait des millions, c'est pas des mythos. Ils ont tout cramé. Et du coup, malheureusement, quand il y a l'hiver dans l'entreprise, ça arrive, on a tous des périodes de moins bien, on commence à tirer la langue parce que on a cramé l'argent. Donc souvenez-vous, vous devez, et là je rebondis ce que tu as évoqué, c'est pas tant les 10%, c'est vraiment avoir cet automatisme. Boum, je mets des X euros de côté, X%. Moi, comme je vous l'ai dit, je me suis focalisé sur les recettes. Et aujourd'hui, en déduisant mon train de vie, ainsi de suite, je sais que quoi qu'il arrive, il y a 40 000 euros qui vont directement dans les investissements. Et en plus de ça, encore une parenthèse, mais 40 000 euros on est là par pour mois. aider les gens. Moi qui viens de l'immobilier, quand je fais des financements pour mes clients, les banquiers adorent les personnes qui mettent de côté, adorent les épargnants. Pourtant, l'épargne, techniquement, ça ramène rien, parce que c'est 1%, 2%, c'est moins que l'inflation. Mais c'est plutôt la psychologie des personnes qui ne dépensent pas et qui ne va pas dans... Même quand on faisait les financements, les banquiers regardaient si vous allez au McDo, si vous avez Canal+, si vous regardez la télé, et ça, ils disaient, ah, ça, c'est un consommateur, on le finance pas. Pourtant, il avait des bons salaires. Parenthèse, mais voilà. Donc, discipline, économiser 10%, ou même plus. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Tu l'as pas encore. La compétence, ça serait peut-être de plus lâcher prise dans des décisions importantes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que à chaque niveau, quand je faisais 100 000 euros, c'était en 2015, j'avais fait 103 000 euros. Et en 2018, j'ai fait 1 million et 3 500 euros. Eh bien, j'ai fait un x10 en 3 ans. Donc, je peux vous assurer, ce que je faisais en 2015, il y a plein de choses que je ne fais plus en 2018. J'ai augmenté mon paradigme et qui est la même chose en 2019. Et pour passer de 1 million à 2 millions ou à 3 millions, il y a des choses où on doit lâcher prise. Donc du coup, prendre des décisions. Là, on fait cette vidéo avec cette équipe vidéo et de temps en temps, on a des petits soucis de son et ça m'agace énormément. Pourquoi? Parce que on doit rattraper des erreurs. Donc les personnes vont rectifier, mais du coup, ça fait perdre du temps de refaire des exports et ainsi de suite. Et du coup, ce n'est pas à moi entre guillemets de gérer ça parce que je dois me focaliser que sur la stratégie. Donc du coup, l'objectif, c'est de lâcher prise par rapport à cela et vraiment dans mes valeurs, je l'ai mis numéro 1. C'est que tout le reste de mon équipe, là on est au top, c'est l'excellence. Plus vous allez augmenter, plus vous devez avoir ça en tête, l'excellence. Savoir dire non et être exigeant. Ouais, en fait, moi c'est tout le temps ma devise, c'est que j'aime les gens quand ils prennent leur temps, mais que c'est nickel. Plutôt que les gens qui en gros le font rapidement mais qui a des couilles, parce que je sais que chaque erreur on le paye beaucoup plus en termes de temps, en termes d'argent que quelque chose tranquille, on prend son temps mais il n'y a pas d'erreur. En tout cas, il y en a une dans l'année mais c'est extrêmement rare. D'accord. Bon. Et je vais finir sur un petit bonus aussi de souvent, j'ai un petit débat avec pas mal de personnes. On me dit, ouais, mais Maxence, par rapport à être rentier ou vis-à-vis de l'argent, à combien on peut estimer qu'on est vraiment libre financièrement, réellement? Donc des fois, donc chacun a sa propre définition. Moi, je peux vous donner par rapport à mon vécu personnel. J'ai des personnes qui me disent, ouais, si je gagnais 5 6 000 euros par mois, je serais riche. D'autres qui me disent 10 000, 15 000 et ainsi de suite. Et la réalité, c'est que globalement, moi, j'estime à 30 000 euros net par mois. Pourquoi? Parce que si vous dites cette vidéo, c'est un truc c'est énorme. Si j'ai 10 000 euros par mois, voilà, je vais très bien vivre et ainsi de suite. La réponse est oui, vous allez bien vivre. Mais ce qui
va entre guillemets vous coûter de l'argent et si vous voulez vraiment avoir une vie extraordinaire, c'est la mobilité. Donc, dès que vous allez voyager, dès que vous faites voilà des activités, ça peut être tout simple, un saut en parachute, ça peut être boire une bonne bouteille de vin, aller dans un restaurant gastronomique, etc., etc. Donc, dès que vous voulez vraiment vivre des expériences émotionnelles élevées ou des expériences extraordinaires, ça a un certain coût financier. Oui. Et du coup, je suis désolé, mais si vous êtes à 5-6 000 euros par mois, non, c'est juste vous vivez bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais vous ne pouvez pas expérimenter des choses qui sont exceptionnelles. Surtout en France. Je pense que surtout en France, comme le coût de la vie. donc Si vous êtes en Suisse, on parle même pas là, tout coûte une blinde en Suisse. C'est pour vous donner un petit aperçu. Si vous voulez avoir une belle maison, une bonne villa, c'est quelques milliers d'euros par mois pour vous donner un exemple. Si vous voulez avoir une bonne voiture, là aussi, soit vous le payez en cash, ou si vous êtes, ça je vous le déconseille évidemment, mais si vous regardez cette vidéo, vous avez un crédit, vous voyez que un crédit de voiture, pareil, ça va vous coûter chaud et ainsi de suite. Donc à chaque fois, dites-vous, moi 10 000 euros par mois, c'est à peu près mon train de vie. Je suis entre 10-12 000 euros par mois et je suis vraiment quelqu'un, vous pouvez me suivre sur Instagram, de très très simple. Vous peut-être vous dites, comment tu fais pour claquer 12 000 euros par mois avec un train de vie simple? C'est la mobilité. Ouais. Si vous allez, je vais partir là en Éthiopie, au Kenya et ainsi de suite, mais à chaque fois les voyages ça coûte cher, les billets d'avion, l'hôtel, la restauration, les activités. Mais voilà, c'est ce qui permet de bien vivre. Et au-delà de 30 000, quand vous êtes à 30 000, 1 000 euros par jour, même si, alors là c'est ce que je vais faire, quand on veut changer son Mac, quand on a changé tous ses habits, etc., etc. Là c'est bien. Pareil, là vous voyez, je suis habillé. Je suis en Hugo Boss de manière générale. Alors, je dis pas que Hugo Boss c'est la meilleure marque, mais c'est un certain coût. Et du coup, une nouvelle fois, si vous voulez avoir des meilleurs habits et ainsi de suite, ça c'est un certain prix. Toute la qualité de votre vie, alimentation, vêtements, expérience, développement personnel, même donner un coup de main à votre famille. Moi, j'ai payé un voyage à mes parents en Croatie. Là, pareil. C'est cool de pouvoir faire un cadeau. Si vous êtes à 5 000 euros par mois, je dis pas que vous n'allez pas pouvoir faire de cadeaux, loin de là, mais on est limité, ouais. On est plus limité. Donc, à 30 000, en gros, c'est nos limites parce que même à 30 000, vous pouvez très bien, vous êtes attiré par une Ferrari, Lamborghini. Vous allez peut-être être attiré par, si vous êtes une femme, des excellentes robes ou ainsi de suite. Donc, vous êtes attiré des choses, il y a du no limite. Même si vous gagnez 1 milliard par mois, je peux vous assurer que vous pouvez le dépenser et ainsi de suite. Mais après, en étant à chaque fois modeste, moi, ma règle que je me donne, c'est tout le temps dépenser maximum 35% de ce que je gagne. Donc, je suis à peu près entre 40 et 45 000 euros net par mois. Eh bien, j'ai un train de vie de 10-12 000, voilà, globalement un tiers. Donc, si vous gagnez 2 000 euros par mois, vous pouvez pas le faire, hein, je peux le comprendre, mais focalisez-vous sur votre valeur ajoutée, augmentez votre valeur personnelle et ensuite, si vous donnez cette règle, vous allez jamais être pauvre et puis vous n'allez jamais avoir de soucis d'argent. Ok, merci. Merci pour toutes ces bonnes informations. Pour une fois, j'ai même pas regardé. En général, je regarde le temps. Là, je sais pas combien on a fait. Là, on a explosé le chronomètre, mais si vous avez kiffé, merci. Sur le petit bouton like. Des commentaires donc sur YouTube et sur donc le podcast. Allez télécharger sur donc iTunes, Stitcher et tous les autres podcasts. Partagez, commentez. Donc donc mettez donc oui si vous aimez donc ce type de podcast parce que j'en ferai plus en vidéo. Et mettez un like si vous aimez. Donc ça c'est mon équipe professionnelle qui a réalisé la vidéo. Je le fais de temps en temps. Je l'ai fait, je crois, avec Lingen, Margot Klein, Enzo Honoré. Je le fais souvent avec des personnes. Et à 100 likes, il sera obligé d'acheter une équipe, de prendre une prestation vidéo pour augmenter la qualité de ces vidéos. Et puis ça sera meilleur pour vous, pour l'écoute et le visuel. Ok, donc avec grand plaisir, à très bientôt. Et donc n'hésitez pas à aller, donc je mettrai tous les liens donc des services, donc le pari sportif, les formations, le club privé, pour aller donc scaler et faire 30 000 euros par mois de revenus, hein, pas de chiffre d'affaires. Voilà. Et go, 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 go les amis! Ciao, ciao! Bonne mise en place de vos investissements et de votre entreprise. Bye bye! Ciao, ciao!